Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler des pièces contractuelles liées au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation. Pour faire un petit rappel, vous avez très certainement dû suivre déjà plusieurs webinaires sur les derniers jours. Donc, il y a quelques points de détail sur lesquels on vous invitera à revenir sur les replays des webinaires précédents. Voilà, donc on va vous faire une petite présentation. Donc moi, je suis Élodie Galindo, conseillère pour les locaux de vie, donc en relation directe avec les entreprises sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement donc sur le Rhône. Et je suis basée sur Lyon. Nous aurons ensuite une partie qui vous sera présentée par Gaëtan Tissot, qui est en charge de la partie alternance sur notre structure. Et puis, nous aurons aussi une présentation de la part de Grégory Mourpetit, qui est également conseiller sur l'antenne de Lyon. Tout au long du webinaire, vous pourrez poser des questions via le chat. On essaiera d'y répondre en fin de chaque partie, pour la partie donc, première, contrat d'apprentissage et ensuite contrat de professionnalisation. Et puis, à la fin, de toute façon, il y aura un temps d'échange de questions-réponses pour les questions de dernière minute ou en tout cas des questions auxquelles on n'aurait pas répondu tout au fil de notre présentation. Voilà. Donc, on va commencer par une petite présentation, un petit rappel, en tout cas, de notre structure de l'OPCO2I. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs missions auprès de différents acteurs. Donc, on a déjà un rôle de conseil et d'accompagnement des entreprises. Donc, nous sommes des conseillers, des gestionnaires également qui participent donc à l'accompagnement et au conseil des entreprises dans le projet de formation et de recrutement aussi des salariés. On a également un rôle de développement des compétences des salariés sur le secteur industriel. Et effectivement, on accompagne donc les branches interindustrielles. Donc, on a 32 branches à accompagner sur tout ce secteur. Et également, on est aussi en charge de faire découvrir les métiers de l'industrie qui aujourd'hui rencontrent de fortes problématiques au niveau des métiers qui sont en tension par un manque de jeunes qui se forment et aussi d'attrait, on va dire, des branches industrielles. Donc tout cela, on le fait par le biais de salons. On est présent sur les salons pour faire découvrir les différents métiers de l'industrie et également pour échanger avec les jeunes qui sont en recherche d'apprentissage ou de professionnalisation hein, de toute façon. Et on rencontre les entreprises et les CFA également à l'occasion de ces salons. Voilà. Donc, on a aussi ce rôle de partenariat avec vous, CFA et écoles, pour essayer de renseigner au mieux les entreprises qui nous sollicitent de part et d'autre. Aujourd'hui, au niveau de l'OPCO2I, donc comme je vous le disais, on accompagne 32 branches professionnelles qui relèvent donc de l'industrie. Et cela représente un peu moins de 70 000 entreprises avec un peu plus de 3 millions de salariés hein, présents dans ces entreprises. La partie aussi importante hein, que nous avons récupérée suite à la réforme au niveau des OPCO, c'est l'accompagnement et le financement des contrats d'alternance. Donc effectivement, aujourd'hui, on est sur un accompagnement et un financement d'un peu plus de 97 000 contrats. Voilà, ça ne cesse de se développer avec les différentes aides qui ont aussi été mis à disposition des entreprises. Donc voilà, c'est vraiment un des objectifs aussi principaux de la dernière réforme au niveau des OPCO. Voilà, on est aussi un peu plus de 800 collaborateurs et on est répartis donc sur 12 délégations régionales qui sont répartis sur les 12 départements. Donc, on est plusieurs antennes et sur chaque antenne, il y a des conseillers, des gestionnaires et une équipe qui accompagne les entreprises au mieux dans
sur plusieurs plans et notamment sur l'alternance. Les 32 branches, je ne vais pas vous les citer, hein, mais voilà, vous avez un aperçu. Voilà, donc ça va effectivement de la fabrication de l'ameublement, on passe par la chimie, la métallurgie et puis, la bijouterie, enfin plasturgie, voilà. C'est vraiment très varié, ce qui fait qu'effectivement ces 32 branches, elles ont des dispositions conventionnelles, pas toutes, mais, ça vient effectivement apporter quelques particularités des fois sur certains points, notamment, sur, les contrats, d'alternance. Voilà, donc là, on revient sur l'ancrage territorial de l'OPCO2I en 12 délégations. Donc, voilà, nous aujourd'hui, on est, en Auvergne-Rhône-Alpes, basé sur Lyon. Voilà, donc là, je vais déjà revenir dans un premier temps sur les grandes différences entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Donc déjà, bon, ces 2 types de contrats ont un CERFA qui est différent, hein, ça va être la première chose. Donc là, vous retrouverez, les différents formulaires, bien que je pense que vous les avez, avec les différentes notices sur les liens. On vous enverra, par la suite, le PowerPoint pour que vous puissiez avoir accès aux différents liens. Voilà, donc je reviens sur, le cadre général, on va dire, de l'alternance. Donc, les 2 contrats, ont 2 vocations, un petit peu, différentes. C'est le contrat d'apprentissage vise, une formation diplômante, alors que le contrat de professionnalisation va viser, plutôt une formation qualifiante, dans le cadre de la formation continue. Alors, on me dit qu'on ne voit pas le PowerPoint. Est-ce que tout le monde voit, l'écran ou pas? D'accord. Il y a eu des pouces, donc a Ouais. priori, tout le monde voit. Bon, je vais continuer. Voilà, donc il y a 2 objectifs donc différents effectivement comme je vous le disais. Voilà, donc là, il y a, un diplôme ou un titre en tout cas qui est enregistré au RNCP pour le contrat d'apprentissage, alors que pour le contrat de professionnalisation, on va avoir cette notion aussi, de diplôme ou de titre ou de certification enregistrée au RNCP, mais on va aussi viser, des CQP, donc des certificats de qualification professionnelle ou bien une, qualification qui est reconnue par la convention collective par la convention collective. Voilà. Les 2 publics éligibles, sont aussi, sensiblement, différents. Et c'est là-dessus, effectivement, où la notion de partenariat entre les CFA et l'OPCO2I peut être importante pour conseiller au mieux les entreprises. C'est bien vérifier l'éligibilité du public avec lequel on contractualise, soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. Donc pour le contrat d'apprentissage, voilà, il peut être conclu, entre 16 ans et jusqu'aux 29 ans révolus, donc la veille du 30e anniversaire. Il y a des cas spécifiques, donc par rapport, à des personnes qui vont être, considérées comme sportives de haut niveau, qui vont, avoir une reconnaissance de travailleurs handicapés ou bien encore, qui vont, avoir pour objectif de reprendre une entreprise ou de créer une entreprise à l'issue de la formation, et donc qui sont, potentiellement, inscrits aussi, au Pôle emploi. Donc on a souvent ce type de cas dans des cas de reconversion professionnelle. Là, il n'y a pas de limite d'âge pour conclure un contrat d'apprentissage. Pour, d'autres cas, vous avez une limite d'âge qui va être de 35 ans, notamment si, le contrat a été rompu précédemment par, l'employeur, d'un jeune en apprentissage ou bien en cas de redoublement. S'il y a le moindre doute, de toute façon, il faut effectivement, ne pas hésiter à revenir vers nous, ou que les entreprises, en tout cas, nous consultent pour, pouvoir, avoir la validation, en tout cas, que la conclusion, du contrat d'apprentissage est possible.
Pour le contrat de professionnalisation, on est toujours sur des jeunes, de 16 à 25 ans révolus, donc là, c'est éligible, le public est éligible sans justificatif. À partir de 26 ans, donc il faut automatiquement que, le jeune soit demandeur d'emploi inscrit au Pôle emploi. C'est très important aujourd'hui parce qu'on a, pas mal de contrats qui arrivent où, ben, voilà, on a un jeune qui a plus de 26 ans et qui n'est pas inscrit au Pôle emploi, on n'a pas le numéro d'inscription au Pôle emploi et aujourd'hui ça pose problème, pour, bah, la conclusion du contrat et ça peut remettre en question, la contractualisation d'un contrat d'alternance. Voilà et ensuite, voilà, vous avez, des publics spécifiques, on va dire, qui sont aussi, un public éligible. Voilà. Bon, la nature du contrat, tout le monde le sait, hein, je passe. La durée du contrat, c'est un autre point de détail qui est important, de notre côté. Le contrat d'apprentissage, doit, être compris entre 6 mois et 3 ans, en comprenant donc, la durée de la formation. Et ensuite, vous avez certains aménagements qui sont possibles, en fonction, de cas bien particuliers et précis. Voilà, il y a aussi les possibilités d'aménagement, avec les réductions de contrat et allongements de contrat. Pour le contrat de professionnalisation, c'est important que la durée soit comprise entre 6 et 12 mois. Il y a des possibilités, par accord de branche, que ce soit, prolongé jusqu'à 24 mois ou si la formation, visée nécessite, un allongement. Voilà. Après, ce qui est important, ça va être la durée de la formation, donc ce qu'on voit juste après. Nous, on va bien vérifier au niveau de locaux que la durée de la formation pour un contrat de professionnalisation soit comprise entre 15 et 25 avec sur certaines branches une possibilité d'aller jusqu'à 50. Pour le contrat d'apprentissage, vous avez, une durée de la formation qui doit être au minimum de 25 de la durée du contrat. Alors ensuite, sur l'accompagnement d'alternants, il faut bien, avoir en tête que vous avez un maître d'apprentissage et sur le contrat d'apprentissage et un tuteur qui doit être désigné sur le contrat de professionnalisation. Ce qui est important, sur cette partie-là, c'est que sur le contrat d'apprentissage, un maître d'apprentissage peut encadrer 2 apprentis maximum et un apprenti redoublant. Voilà. Nous, de notre côté, on n'a pas pour vocation de vérifier, que, le maître d'apprentissage ou, le tuteur remplit, son rôle pleinement avec les différentes spécificités. Cependant, l'entreprise doit, s'assurer que les conditions sont pleinement remplies en cas de contrôle, à l'issue. Vu qu'ils attestent sur l'honneur sur le CERFA qu'ils remplissent bien les conditions pour être maître d'apprentissage ou tuteur. Bon, il y a des périodes d'essai comme sur tout contrat de travail. Et donc, ensuite, les dates de démarrage de contrat. Donc, sur le contrat d'apprentissage, vous avez, bah, la date de conclusion, la date de début d'exécution du contrat. Hem, voilà, pas de spécificité, par rapport à ça, en tout cas. Et sur le renouvellement, non plus. Alors, il y a quelques questions. Alors, je regarde. En question, on avait: «Bonjour, Atlas me dit qu'il n'est plus nécessaire d'être demandeur d'emploi pour un contrat de pro de plus de 26 ans si la personne est salariée avant. Nous n'avons pas cette information pour Opco2i. Il faut bien que l'alternance soit inscrit à Pôle emploi s'il a plus de 26 ans». Nous, enfin, il faut bien qu'il soit inscrit, en tant que demandeur d'emploi et qu'on ait le numéro d'inscription au Pôle emploi. Par contre, effectivement, ce que nous n'allons plus demander, c'est l'attestation d'inscription au Pôle emploi.
Par contre, sur le CERFA, il est toujours bien indiqué qu'il faut un numéro d'inscription au Pôle emploi et ça reste encore une obligation, en tout cas, pour conclure un contrat de plus de 26 ans. La seule subtilité, c'est qu'on ne demande plus l'attestation qu'on demandait auparavant. Il y a comme question, pour un jeune qui a 28 ans, peut-il faire un contrat d'apprentissage de 24 mois même s'il va avoir 30 ans en année 2? Oui, l'âge pour signer un contrat d'apprentissage, c'est l'âge à la date de signature du contrat. Donc, s'il a ses 30 ans durant sa période d'apprentissage, ça ne pose pas de problème. Ça peut avoir un impact à la limite sur la rémunération, mais ça n'a pas on ne remet pas en question le contrat. Et si le maître d'apprentissage est le chef d'entreprise, je crois qu'il ne peut pas en encadrer plus que 1. C'est 2. Il n'y a pas de... On se renseignera et on Ouais. vous donnera la réponse. En fait, c'est sur le contrat de professionnalisation où si les chefs d'entreprise, il peut encadrer 2 alternants au maximum. C'est-à-dire 2 alternants au maximum. 2 alternants, c'est contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Donc, si par exemple le chef d'entreprise accompagne un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation, il ne pourra pas prendre un deuxième contrat d'apprentissage en tant que maître d'apprentissage ou un deuxième contrat de professionnalisation en tant que tuteur. Bonjour. Sur la diapo précédente, il est écrit que la durée du contrat doit être égale à que la durée du parcours doit être égale à la durée du contrat. Et sur celle-ci, il est précisé que le contrat d'apprentissage peut démarrer 3 mois avant la formation. Dans l'idéal, dans les textes, la durée du contrat doit être égale à la date, doit être égale aux durées de formation, mais il y a des facilités administratives. Donc, comme pour la facilitation des contrats, effectivement, un contrat peut commencer 3 mois avant la date de formation et peut terminer après la date de formation dans la limite du cycle de formation. Si le contrat a débuté avant avant la formation, on incite quand même les employeurs à faire attention à ne pas faire durer le contrat longtemps après la date de fin de formation. Il ne faut pas qu'il y ait d'abus là-dessus. Oui, parce que la visée du contrat d'apprentissage, c'est l'obtention du diplôme. Donc, on part du principe qu'une fois le diplôme obtenu, le jeune est tout à fait éligible à potentiellement signer un CDI ou un CDD, soit dans l'entreprise, soit dans une autre entreprise. Donc, le contrat d'apprentissage est en soi terminé vu que la visée principale était d'obtenir son diplôme. Bonjour, y a-t-il un délai à respecter dans la date de conclusion et la date de démarrage du contrat? Non, pas de délai à respecter. La DGEFP a été claire là-dessus, il n'y a pas de délai à respecter. On va répondre encore à 1 ou 2 questions et après on va enchaîner. Ouais. Bonjour, est-il possible, dans le cadre d'une succession de contrats d'apprentissage, de reprendre l'apprenti qui va avoir 30 ans le 6 juin prochain, mais qui n'a pas encore l'obtention à sa date anniversaire de son diplôme? L'OPCO n'est pas là pour aller vérifier le niveau de l'apprenti à la signature du contrat. Ça, c'est du rôle du CFA. Nous, on ne va pas aller vérifier si l'alternant a déjà eu le diplôme permettant d'accéder à la qualification supérieure. Donc, il peut signer un contrat d'apprentissage avant ses 30 ans. Et si, par contre, il échoue à l'examen, là, on peut annuler le contrat. Ce qu'il faut faire, ce qu'on incite aux entreprises, c'est d'indiquer, de donner un courrier à l'alternant qu'ils vont recruter, leur précisant que le recrutement sera effectif que si l'alternant a déjà eu le diplôme pour pouvoir atteindre l'objectif de son nouveau contrat. On répond à la dernière question et ensuite on reviendra de toute façon sur les autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Combien de contrats pro une personne peut-elle enchaîner? Certains disent pas plus de 2, mais il n'existe aucun texte de loi là-dessus. C'est 2. C'est 2 normalement. Donc on reviendra à la limite vers vous si vous voulez plus de précision, mais nous en tout cas c'est l'info qu'on a également de notre côté.
On laisse les questions en suspens, mais on va passer sur la deuxième partie, donc le contrat d'apprentissage, que Gaëtan va vous présenter, tout de suite. Merci. Bonjour à tous. Du coup, je suis Gaëtan Tissot, coordinateur sur le pôle alternance sur le site de Lyon, et je vais vous parler du contrat d'apprentissage, des informations qui sont essentielles pour nous pour valider les contrats dans le CERFA et dans la convention de formation. Petit point de rappel sur les points de contrôle de l'OPCO au niveau du contrat d'apprentissage et qui peut être un motif de refus. Ce qu'on va vérifier, c'est que le diplôme préparé par l'alternant soit bien éligible et que la certification soit enregistrée au RNCP. On n'aura pas de dérogation là-dessus. À partir du moment où la fiche RNCP est inactive, le contrat d'apprentissage ne pourra pas être validé. Il faut que la fiche RNCP soit active au moment de la signature du contrat. Ce qu'on va vérifier, c'est le respect de l'âge de l'apprenti pour signer son contrat d'apprentissage selon le cadre réglementaire qui vous a indiqué tout à l'heure, la présence d'un maître d'apprentissage et l'éligibilité de ce maître d'apprentissage à exercer sa fonction, et le respect de la rémunération réglementaire. On va voir par la suite où tous les éléments doivent bien être indiqués pour pouvoir valider ces contrats et vérifier les infos. Sur la partie de l'employeur, il n'y a pas de spécificité de votre part, mais on souhaite juste vous faire un rappel des informations qu'il faut indiquer pour que l'employeur n'ait pas de soucis, principalement au niveau de ses aides, et que vous puissiez faire le relais sur ces infos. Il faut bien que l'adresse mail de l'entreprise soit valide, car c'est via cette adresse mail que l'ASP va prendre contact avec la société pour le versement de l'aide, et l'effectif qui doit être indiqué ce n'est pas l'effectif du site sur lequel l'alternant va réaliser son apprentissage, mais sur l'ensemble du groupe. Sur la partie de l'apprenti, l'année dernière, il y a eu comme nouveauté l'apparition du numéro de sécurité sociale. Pour cette année, c'est une obligation. On a obligatoirement besoin du numéro de sécurité sociale de l'alternant pour pouvoir enregistrer le contrat. C'est une obligation qu'on a maintenant, nous, OPCO, de transmettre cette information. C'est dans ce cadre-là aussi que on va pouvoir indiquer si l'alternant est sportif de haut niveau ou a une reconnaissance travailleur handicapé, ce qui va amener des financements supplémentaires en fonction. C'est ici qu'il va falloir les indiquer. Et c'est aussi ici qu'il va bien falloir préciser la situation du jeune avant le contrat. Les deux situations qui peuvent éventuellement avoir un impact sur le contrat, c'est si l'apprenti était en contrat d'apprentissage l'année d'avant, ce qui va avoir un impact sur sa rémunération, ou si l'alternant a commencé sa formation sans contrat. Il va falloir nous indiquer ici qu'il était stagiaire de la formation professionnelle si vous voulez qu'on finance la partie entre la date de début de formation et la date de début du contrat. Mais on reviendra sur ce point un petit peu plus loin dans la présentation. Un des champs qui est à vérifier par l'OPCO, c'est la présence et l'éligibilité du maître d'apprentissage. Nous, la seule possibilité qu'on a pour cette information, c'est que la société ait bien coché la petite phrase « L'employeur atteste sur l'honneur que le maître d'apprentissage répond à l'ensemble des critères ». Les critères, Elodie vous les a indiqués tout à l'heure. Nous, on ne va pas aller vérifier dans l'entreprise le nombre d'apprentis encadrés par un maître d'apprentissage. C'est de la responsabilité de l'employeur. Mais il faut bien quand même qu'il y ait cette petite phrase de cocher pour que nous, on puisse valider le contrat.
Autre partie, la rémunération. Sur la rémunération, on ne va pas faire un point de détail là-dessus. Le webinaire qui a été fait mardi dernier revenait sur tous ces points et je vous invite à aller voir le replay et la présentation pour avoir les informations plus spécifiques. Si nous, tout ce qu'on a vérifié sur la rémunération, c'est que la rémunération réglementaire soit bien respectée. À partir du moment où cette rémunération est correcte, nous, on peut valider le contrat. Tout en sachant qu'il y a quand même des choses qui impactent la rémunération de l'apprenti. S'il était en contrat d'apprentissage avant, son changement d'âge, les accords de branche, comme on vous l'a dit tout à l'heure, Codesis gère 32 branches professionnelles, donc il y a des spécificités à certaines branches qui ont une rémunération conventionnelle qui est plus avantageuse que le SMIC. Nous, on va aller le vérifier là-dessus, mais si une entreprise nous dit qu'ils ne le veulent pas et qu'ils veulent appliquer la rémunération réglementaire, nous, on le validera en l'état, mais c'est de la responsabilité de l'employeur ensuite c'est de la responsabilité de l'employeur et nous, on n'est pas là pour leur dire, on n'est pas juriste, on n'est pas là pour leur dire, vous devez appliquer telle rémunération. On ne peut pas les obliger. Simplement, il faut bien que la rémunération réglementaire soit respectée. Et vous verrez dans la slide comment la rémunération doit être indiquée sur le CERFA. En soi, si ce n'est pas complété tel quel, on ne refusera pas le contrat comme ça et on ne demandera pas de refaire le contrat. Mais il faut bien partir du principe normalement que c'est la première année qui doit toujours être complétée, même si c'est la 3e année d'un cycle de formation pour un alternant. Et ensuite, sur la partie de la formation, c'est ici qu'on va pouvoir vérifier si c'est ici qu'il va falloir nous indiquer le code RNCP en plus du code diplôme cette année. Vraiment, il va falloir nous l'indiquer maintenant. L'année dernière, c'était une nouveauté et c'était encore facultatif, mais là, cette année, il faudra bien nous l'indiquer pour que nous, on puisse aller vérifier que la fiche soit bien active. Il faut bien qu'elle soit active à la date de signature du contrat. Si un contrat a été signé il y a 2 mois et que la formation commence en septembre, qu'en septembre, la fiche RNCP est devenue inactive et en attente de renouvellement, mais que le contrat a été signé au mois de juillet, c'est bien la date de signature qui fait foi et là, on pourra valider le contrat. C'est bien, je répète, vraiment la date de signature du contrat qui fait foi. Par contre, un alternant qui va signer un contrat d'apprentissage au mois d'octobre alors que la fiche RNCP est devenue inactive au mois de septembre et qu'il n'y a encore pas eu de renouvellement, là, on ne sera pas en capacité de valider le contrat. Il faudra attendre que la nouvelle fiche RNCP active que la nouvelle fiche soit renouvelée et qu'on ait bien le nouveau code RNCP. Et la dernière chose à bien cocher, c'est l'employeur doit bien attester qu'il dispose de toutes les pièces justificatives nécessaires au dépôt du contrat pour que le co puisse l'enregistrer. Un point de rappel sur la convention de formation avec les éléments alors pas forcément obligatoires, mais que nous, au Codesis, aimerions bien avoir pour pouvoir valider les contrats en toute sérénité. Il faudrait vraiment que sur les conventions de formation, le numéro UAI soit indiqué. On a beaucoup d'entreprises qui nous transmettent des demandes de prise en charge de contrats d'apprentissage avec le code UAI, non pas de l'organisme gestionnaire, mais avec l'UFA. Nous, ça nous fait enregistrer les contrats sur des mauvais CFA et ça crée ensuite des problèmes pour le règlement. Dans la partie de la formation, il faudrait que le code RNCP et ou le code diplôme soient indiqués et avec les dates de formation et d'examen et la durée. Nous, sur la durée, ça va nous permettre de vérifier les 25% les 25% du contrat, que les 25% du contrat de la formation soient respectés. Et au niveau du code RNCP, petite précision, si un code RNCP est en cours de renouvellement, que quand vous avez fait la convention de formation, c'est le numéro de la fiche RNCP qui est inactif, qui est indiqué sur la convention de formation, mais que nous, on retrouve la nouvelle fiche qui est bien active, on
on ne vous demandera pas de modifier la convention de formation. On validera en l'état, mais nous, on enregistrera bien le contrat avec le bon numéro de fiche RNCP. Ce qu'il faut bien indiquer également, c'est le coût de la formation et l'éventuel reste à charge. Et les cas à évoquer, c'est principalement les conséquences financières que peuvent avoir une rupture de contrat d'apprentissage. On a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent car l'alternant souhaite rompre son contrat d'apprentissage et les entreprises s'inquiètent de savoir s'il y a un reste à charge suite à cette rupture. Il faut bien que ces modalités soient précisées dans la convention de formation pour que l'entreprise n'ait pas de doute là-dessus, car nous, la seule réponse qu'on peut leur apporter, c'est de vérifier les conditions générales de vente qui sont indiquées dans la convention de formation. Et les dernières choses qui doivent être indiquées, ce sont tout ce qui est frais annexes, donc les frais de repas, les frais d'hébergement et les frais de premier équipement. Là, pareil, je ne m'attarde pas dessus. Il y a un webinaire qui a été fait il y a 2 semaines où vous pouvez avoir toutes les informations en replay sur notre site. Pour en venir sur la partie financement, comme vous le savez, France Compétences détermine un coût en partenariat avec les branches professionnelles pour chaque diplôme en fonction de la branche. Si l'entreprise n'a pas de convention collective, il y a une branche qui s'appelle la branche carence où tous les coûts sont déterminés ici. Si le niveau de prise en charge n'a pas encore été déterminé, on applique la valeur d'amorçage et la prise en charge est calculée au prorata du nombre de mois de financement. 2 mois de financement et la règle est que tout mois commencé est dû, mais je pense que sur cette slide-là, je ne vous apprends rien, que depuis 2 ans, on a bien compris toute cette règle. La seule chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que l'OPCO ne financera pas plus que le montant de la prestation de formation. Si le montant est inférieur dans la convention de formation, nous, on se plafonnera à ce montant-là. Et comme le montant de la formation peut être supérieur au coût France Compétences, nous, dans ces cas-là, on financera le montant que nous devons financer au maximum et le reste à charge sera à la charge de l'entreprise. Une petite subtilité sur les diplômes qui sont en valeur d'amorçage. Si un diplôme au mois de septembre a une valeur d'amorçage à 6 800 €, que vous indiquez en coût de prestation de formation 6 800 €, et qu'au mois de janvier de l'année suivante, une revalorisation intervient pour ce code diplôme. Pour pouvoir faire la modification et faire la revalorisation, il nous faudra un avenant à la convention de formation. Et cette règle-là est pour tous les contrats qui sont signés à partir du 1er janvier 2021. Tout ce qui est antérieur à 2021, la revalorisation se fait automatiquement et on n'a pas besoin de documents modifiés pour pouvoir faire la correction. En revanche, pour les contrats de cette année, il faut bien un avenant si le montant de la formation est égal au montant de la valeur d'amorçage. Si, en revanche, la convention de formation stipulait 10 000 € en coût de formation et que nous, on finançait 6 800 € en valeur d'amorçage et qu'au mois de janvier, une revalorisation intervient à 8 000, là, on pourra financer jusqu'à 8 000 parce qu'il était bien indiqué le coût de la formation à 10 000 au début de la signature du contrat. Petit rappel sur le calcul, enfin sur la prise en compte de la date de début de financement. Pour un apprenti qui est en situation de 1 à 6, donc c'est scolaire, étudiant, etc., la date de début de financement, ça sera la date de début d'exécution du contrat. En revanche, attention, si réellement un apprenti a commencé sa formation avant de signer un contrat d'apprentissage, il faudra bien que sur le contrat, il soit stipulé le code 7 en formation en CFA sous statut de la formation professionnelle continue. Là, dans ces cas-là, nous, on prendra en date de début de financement la date de début de formation. Mais il faut bien que cette information soit stipulée dans le CERFA.
Sans cette information-là, nous, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas solliciter tous les CFA pour lesquels la date de début de formation est avant la date de début de contrat. Et il faut bien que cette mention soit précisée. Et pour les autres situations, si la date de début de contrat dépasse les 3 mois dépasse 3 mois de la date de début de formation, alors là, la date de début de financement, ça sera bien la date de début d'exécution sans rappel des 3 mois précédents. Nous, on ne financera pas cette partie si la date de début de formation, si la date de début de contrat est supérieure à plus de 3 mois de la date de début de formation. Et pour finir, les modalités de transmission des contrats, les modalités, enfin les différentes pièces à nous transmettre pour pouvoir enregistrer un contrat. Les entreprises doivent passer par notre plateforme Mon Compte 2i. Pour information, la nouvelle plateforme va ouvrir demain et vous aurez accès, vous, CFA, à la co-construction du CERFA si vous le souhaitez. Vous pourrez aller compléter directement vos informations et à l'avenir déposer toutes vos pièces de facture et même déposer directement des conventions et des avenants s'il y a lieu. Il y a des webinaires qui vont être faits pour pouvoir vous présenter cette nouvelle plateforme et pour que vous ayez toutes les modalités. Et la nouveauté de cette année, c'est l'API CFA. L'API CFA, on y revient juste après pour pouvoir vous donner les infos. Les pièces à nous transmettre, ce sont le CERFA, la convention de formation et la convention d'aménagement de la durée si nécessaire. Et après, en rappel, l'engagement se fait selon France Compétences, le paiement se fait en direct auprès des CFA, le reste à charge, pas de financement possible de la part de l'OPCO, le reste à charge sera toujours à l'entreprise. Pour les modalités de paiement, on a l'échéancier, 40% du coût de France Compétences pour les premiers 6 mois, 30%, 30%. La première facture peut nous être envoyée directement à la date de début du contrat, la deuxième facture à partir de 6 mois. Il est indiqué certificat de réalisation, mais pour les factures intermédiaires, il est possible d'indiquer sur la facture que toutes les informations du certificat de réalisation. Et là, dans ces cas-là, on ne vous demandera pas la pièce. Le certificat de réalisation sera demandé qu'à l'issue du contrat où on vous demandera un certificat de réalisation global. Mais pour tout ce qui est facture intermédiaire, ce document n'est pas nécessaire. Et pour les modalités de paiement des frais annexes, vous nous envoyez une facture au réel des frais annexes qui ont été consommés et on vous paye sans justificatif. Dernier point, l'API CFA. Donc, c'est le nouveau modèle de transmission des contrats d'apprentissage et des factures. Pour le moment, ce ne sont que les CFA qui sont dotés du logiciel Ipareo qui ont la possibilité de se brancher avec le logiciel de OPCO2i qui permet s'il y a un mandat de gestion de la part d'entreprise, de transmettre les CERFA et les conventions de formation en direct. La demande viendra alors de votre part sans que ça passe par l'entreprise et possibilité aussi de transmettre en direct les factures et certificats de réalisation. Le branchement se fait entre l'échéancier d'Ipareo et l'échéancier indiqué dans MyOpco, qui est notre logiciel de gestion. Je ne m'attarde pas plus là-dessus. Nous vous avons indiqué dans la présentation les liens qui vous permettent de répondre à vos questions. Si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, il ne faut pas hésiter à contacter votre délégation pour avoir plus d'informations sur cette partie-là. On va peut-être répondre à une salve de questions. Alors, il y a beaucoup de questions sur la durée, sur les dates de conclusion des contrats. 3 mois avant, 2 mois après, 3 mois avant, 3 mois après. Il y a beaucoup de questions sur
quelle est la règle exacte, et légale sur, la date de début de contrat? Combien de temps il peut commencer OK, avant et ouais. combien de temps il peut le terminer après? Alors le cadre réglementaire, c'est, pour la date de début de contrat. Le contrat peut débuter 3 mois avant la date de début de formation et peut commencer 3 mois après la date de début de formation. Ça, pour la date de début, c'est ce cadre-là réglementaire qui est pris en compte. Pour la date de conclusion, le contrat peut être conclu à n'importe quel moment. Un contrat qui est conclu au mois de février pour débuter au mois de septembre, ce n'est pas possible. Il y a pas de règle là-dessus. Le contrat peut être signé à n'importe quel moment. Mais par contre, là, s'il est signé au mois de février, la date de début de contrat peut être 3 mois avant la date de début de formation. Et sur la date de fin? Et sur la date de fin, il n'y a pas de règle. Le cadre réglementaire dit que normalement, les dates de contrat doivent être égales aux dates de formation. Je sais que la plupart d'entre vous avaient pris l'habitude avec la CCI de se dire que le contrat pouvait se terminer jusqu'à 2 mois après la date de fin de formation. Cette règle-là, elle n'a jamais été écrite. C'était une facilité administrative et aussi de permettre aux jeunes de pouvoir rester dans l'entreprise durant l'été. Nous, là-dessus, on n'est pas fermé. On incite juste les entreprises à ne pas faire n'importe quoi. Euh, Ce qu'on se dit, c'est que la durée du contrat doit respecter la durée du cycle de formation. Le cas le plus simple pour présenter, c'est qu'un BTS, c'est un cycle de 2 ans. Généralement, les BTS, l'examen est à fin juin, les dates de fin de formation sont à fin juin. Si une entreprise veut garder l'apprenti jusqu'à la fin août, donc 2 mois après, là, dans ces cas-là, ça ne nous pose pas de problème parce que le cycle de formation des 24 mois est respecté s'il a commencé au mois de septembre, 2 ans auparavant. Donc là, là-dessus, ça ne posera pas de problème. En revanche, s'il a commencé 3 mois avant la date de début de formation, là, on incitera peut-être l'entreprise à revoir sa date de fin pour ne pas trop dépasser le cycle de formation des 2 ans. Très bien. On a une question, un apprenti qui a fini son apprentissage peut-il signer un CDD de 6 mois avec le même employeur? Oui, pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Une fois que le contrat est terminé, ensuite c'est une recherche de poste, hein, qu'engage l'apprenti. Voilà, donc après il conclut un contrat avec qui il veut et de quelle que soit la nature du contrat, CDD ou CDI. On va répondre à une dernière question et ensuite on va passer au contrat de professionnalisation et on reviendra il y a énormément de questions, donc on reviendra, à la fin sur, les questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Il y a une question sur, notamment le dépôt, voilà. Nous avons reçu un mail hier par un autre OPCO pour rappel, la législation prévoit le dépôt du contrat dans les 5 jours qui suivent la date de signature, sous peine de voir requalifier ce contrat en CDI. Non. Enfin, la législation, le cadre général dit que l'employeur a jusqu'à 5 jours après la date de début de formation, après la date de début de contrat pour nous transmettre la demande. Mais si ça arrive après, il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Nous, c'est le cadre légal. Normalement, il faudrait que ça se passe comme ça, mais on sait très bien que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Et comme dans les faits où normalement l'OPCO est censé vous faire un retour dans les 20 jours, il n'y a pas de. Nous, en tout cas, au PCO2I, on ne dira jamais que le contrat doit être qualifié en CDI si la demande n'a pas été transmise dans les 5 jours. Alors après, il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Forcément, il y en a qui oublient carrément de nous envoyer leur contrat et ils reviennent vers nous 7 mois plus tard en nous disant je ne touche pas mon aide, qu'est-ce qui se passe, alors que la demande, il ne nous l'a jamais envoyée. Il faut que ça reste aussi cohérent, mais on ne se formalise pas sur les 5 jours. Le Juste pour compléter, en fait, ce qu'il faut, c'est se dire que le risque, c'est en cas de litige avec le salarié
où là, l'employeur peut être embêté. Donc effectivement, si c'est dans la suite des 5 jours, là, il y a de la souplesse. Mais comme l'a dit Gaëtan, quelque part, si c'est 7 mois après, effectivement, là, il peut y avoir un risque. Donc il faut être vigilant là-dessus malgré tout. Et du coup, Grégory, que vous venez d'entendre, je vais vous lui passer la parole, qui va vous parler du contrat de pro. Donc bonjour. Bonjour à toutes et tous. Je vais donc vous parler, de la partie, contrat de professionnalisation. Donc, clairement, j'enchaîne tout de suite. Sur les points de contrôle au niveau de l'OPCO, ça reste sensiblement identique. On est sur, le public éligible et la situation avant le contrat. Donc par rapport à une question qui a été posée, on insiste bien sur le fait que, pour les alternants de plus de 26 ans, il faut bien qu'il y ait une inscription à Pôle emploi et notamment ce fameux numéro, d'inscription, charge ensuite, malgré tout à l'employeur de garder une attestation. Au niveau des dates et des durées de contrat, là également, on doit établir un point de contrôle. La présence d'un tuteur, parce que c'est quand même indispensable, et puis le respect de la grille minimale de rémunération. Alors là, il peut y avoir des spécificités selon les branches. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que, le mieux, c'est quand même que les entreprises nous sollicitent, en amont pour établir, la meilleure estimation du salaire. Parce que parfois, effectivement, il peut y avoir, quelques petites surprises. Donc voilà les 4 points de contrôle, principaux, mais ça reste quand même assez basique. Ensuite, au niveau du CERFA, donc on va rebalayer un petit peu le CERFA du contrat de pro. Là, il y a pas de réelle, surprise, si ce n'est qu'on insiste bien sur le fait qu'il y ait, la nécessité de renseigner impérativement, la caisse, de retraite. Ça, c'est indispensable. Un courriel pour mieux communiquer et puis, au niveau du total des effectifs, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est le numéro sirène. Donc quand il y a plusieurs établissements, c'est l'effectif total qui est à prendre en compte. Et enfin, et ça c'est important et notamment pour la rémunération comme je viens de l'évoquer, le numéro, de convention collective qui est à renseigner, à ce niveau-là. Hem, Ensuite, hop, donc pour la partie salariée, donc là effectivement, le numéro de sécurité sociale doit être complet avec une clé, et également c'est à ce niveau-là qu'on va renseigner si l'on pour le cas spécifique des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, c'est là qu'on va renseigner si oui ou non ils sont bien inscrits. Si on a le numéro, il faut absolument l'inscrire. Heu, Il le faut obligatoirement. voilà, Pour les plus de 26 ans. pour les plus de 26 ans, il faut l'inscrire, sur CERFA. Rien de spécifique autrement, si ce n'est bien remplir, correctement les champs. Concernant le tuteur, donc là, comme, le disait tout à l'heure pour le contrat d'apprentissage Gaëtan, on demande à ce que l'entreprise, s'engage sur l'honneur de remplir correctement les informations. Donc nous, on va pas forcément aller, vérifier. Après voilà, encore une fois, heu, c'est respecter la réglementation et tout ça, c'est surtout en cas de litige, il faut toujours se mettre du côté de l'entreprise et de se dire, si jamais il y a un problème, et ben, il faut effectivement que l'employeur, lui, soit, et soit conforme par rapport à la réglementation. Donc, ça passe possiblement par vous, parce que vous pouvez être vraiment en amont de ces informations et puis par nous également, par la suite. Heu, Ensuite, concernant sur le CERFA les modalités, dues au contrat. Alors, là encore, il y a pas mal de spécificités selon les branches, par rapport à la classification de l'emploi dans la convention collective. Donc, j'ai envie de vous dire, dans ces cas-là, n'hésitez pas à renvoyer l'entreprise vers la délégation ou le conseiller, formation pour justement, ajuster au mieux ces données-là sur le contrat.
Également, la partie rémunération qui est quand même importante puisque c'est un point de contrôle, à notre niveau. Là encore, nous, on va toujours aller, dans l'esprit à ce qui est le plus favorable pour le salarié et effectivement, dans certains cas, le conventionnel ou du moins donc le salaire conventionnel, peut l'être. Donc, hem, c'est important de signifier finalement la rémunération, classique, générale. Après, indiquer qu'il peut y avoir des subtilités ou des spécificités selon les branches et là encore, les renvoyer vers le conseiller ou la délégation concernée pour, avoir une évaluation plus précise du salaire. Concernant donc la partie formation, donc là, rien de spécifique, si ce n'est que, désormais, pour les formations, pour les certifications, le code RNCP est obligatoire. Il peut y avoir des exceptions selon s'il y a un CQP ou un titre reconnu par la branche où là, il peut y avoir, la il peut ne pas avoir besoin, de faire figurer le titre RNCP à ce niveau-là, mais ça reste quand même marginal. Donc globalement, partez du principe qu'il faut, bien inscrire le titre RNCP à ce niveau-là sur le CERFA. Donc sur la partie convention de formation pour le contrat de professionnalisation, hem, on va, vous demander d'avoir un maximum d'informations pour éviter d'avoir des quiproquos, des malentendus, notamment au niveau de la facturation derrière, et en amont évidemment au niveau de l'enregistrement du contrat. Donc, il faut bien que figure l'intitulé de formation, un objectif et le contenu de l'action de formation, quels sont les moyens pédagogiques qui sont mis en place, les durées, la période de réalisation évidemment, les modalités de déroulement et cetera, et le prix, et les modalités de règlement. Donc là, je fais écho à ce que disait tout à l'heure Gaëtan, c'est sur les conventions que vous pouvez vraiment signifier les conditions générales de vente, pour que derrière l'entreprise, puisse, savoir, comment elle se situe en cas de rupture. Donc vous avez un petit tableau sur le côté qui récap un petit peu tout ça. Si je traduis concrètement, il nous faut vraiment le code RNCP, le coût, les dates de formation, c'est vraiment ça qui sont indispensables. Surtout nous, en tant que conseillers, on a besoin de ça pour pouvoir, chiffrer, les prises en charge au niveau des contrats de professionnalisation. Donc c'est vraiment important d'avoir, un coût, le titre RNCP pour vérifier si c'est éligible, les dates de formation, les dates de contrat, ça c'est en fonction de l'entreprise. Et derrière, nous, ça nous permet de faciliter les choses. Donc, encore une fois, on est dans l'objectif de collaborer avec vous. Donc, si vous pouvez au préalable nous transmettre aux entreprises ces informations, ça fera gagner du temps pour tout le monde et ça évitera de la crispation. Enfin, en ce qui concerne le financement, alors, heu, là, en fait, la prise en charge, elle est déterminée par le conseil d'administration de l'OPCO2I en fonction des branches. Donc là, il y a un lien sur lequel vous pouvez, avoir les règles de prise en charge. Donc, c'est pour ça que le code RNCP est indispensable, heu, le titre RNCP, mais surtout le code de la convention collective est indispensable à nous renseigner, au début du CERFA. Tout simplement parce que c'est ce qui va permettre de déterminer correctement le coût le coût de prise en charge. Hem, donc évidemment, s'il y a, une prise en charge plus favorable que le coût pédagogique de formation, la prise en charge est plafonnée au montant, de la convention. Donc je l'ai évoqué, mais la prise en charge, elle peut être, partielle ou totale. Donc ça peut arriver qu'effectivement, un contrat pro, puisse faire l'objet d'une prise en charge, vraiment inférieure au coût pédagogique de formation. Donc là, c'est dans ces cas-là, que les entreprises, pour éviter un maximum de surprises, qu'on essaie
d'avoir un maximum d'informations au préalable avant d'engager des démarches et qu'il y ait de la frustration, tout simplement. Donc la facturation, elle se fait au prorata des heures réalisées. Pour rappel, les heures d'absence ne sont pas prises en charge par l'OPCO. Donc, là, c'est pour ça que c'est utile de préciser éventuellement ça dans les conditions générales de vente. Et puis enfin, voilà, s'il y a d'autres spécificités, n'hésitez pas à vous rapprocher des différentes délégations régionales, P2I, les AR2I sont aussi là pour pouvoir répondre à certaines interrogations. Avant de pouvoir répondre à certaines questions, on essaiera d'être dans les temps. Les différentes pièces à transmettre et les modalités, c'est basique, hein. Donc la transmission, c'est à l'OPCO sur mon compte 2i. Donc comme l'a évoqué Gaëtan, avec le nouveau portail, il devrait y avoir une facilité dans les démarches. Donc ça permettra plus de visibilité à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour vous. Donc ça devrait faire gagner du temps. Les pièces pour un contrat de professionnalisation sont donc évidemment le CERFA, donc signé, la convention de formation également signée donc par à la fois le CFA, organisme de formation, et l'entreprise, et puis également un programme et un calendrier de formation. Après, selon l'accord de branche, il peut y avoir un engagement. Et là, c'est la subtilité où, selon finalement les prises en charge, comment dirais-je? Le paiement et le reste à charge, en fait, peut être géré différemment d'une entreprise à une autre, selon des versements volontaires, et ça dépend du service qui est associé à cette entreprise. Donc là, on va être sur du cas par cas. C'est totalement possible que sur les contrats de pro, vous nous facturiez l'intégralité, et ensuite, nous, on s'arrange avec l'adhérent. Et puis sinon, il est possible que vous facturiez l'entreprise et nous, on établit une prise en charge ensuite. Pour conclure, en fait, cette partie-là, toutes les modalités de paiement du coût pédagogique, elles dépendent du certificat de réalisation et de facture. Voilà. Donc là, je vais laisser On va tous répondre. voilà, Élodie peut-être poser des questions et on essaiera de On répondre va tous y ensemble. répondre. Il y a énormément de questions, donc j'ai essayé de les noter, mais il y en a beaucoup, beaucoup. On va peut-être revenir tout d'abord sur l'histoire il y a beaucoup de questions par rapport à ça, sur les aides exceptionnelles. Donc, effectivement, il y a eu une annonce pour laquelle les aides seraient prolongées. Aujourd'hui, c'est une annonce qui a été faite. Il n'y a aucun texte, il n'y a pas d'écrit. Donc, effectivement, hein, on aurait l'information comme quoi les aides seraient prolongées jusqu'à la fin d'année. Mais tant qu'il n'y a rien d'écrit, il faut quand même rester prudent sur la communication que nous faisons. Donc là, aujourd'hui, effectivement, les aides sur tout contrat conclu hein, avant le 30 juin 2022, les aides sont prévues. Alors, il faut bien faire attention également sur l'âge minimum, sur le contrat de professionnalisation notamment. Il n'y a pas d'aide de prévue si l'alternant a plus de 30 ans. Donc, pareil, les aides ne sont pas forcément destinées à tous les publics. Et tant qu'il n'y a pas de texte écrit, il faut quand même être prudent sur la communication, bien que ça ait été communiqué de façon assez large ces derniers jours. Mais on est bien pour le moment sur les aides sont prévues pour tout contrat conclu avant le 30 juin 2022 et pour le contrat de professionnalisation sur un alternant de moins de 30 ans. Voilà, donc ça c'est par rapport aux aides, donc prudence par rapport à la communication qui est faite. Ensuite, donc on va essayer de répondre au maximum aux questions. Normalement, on arrive déjà dans le temps imparti, mais on va rester 5 minutes de plus pour essayer de répondre Voilà. de mieux à vos questions. Il y a pas mal de questions également sur pratico-pratique, hein, l'accès au webinaire, l'accès au PowerPoint. Donc, vous avez pu voir au fil de la conversation
que Adrien Campillo a mis en ligne, a mis le lien en tout cas qui vous renvoie donc sur les différents webinaires qui ont eu lieu. Donc ne pas hésiter, et s'il y en a qui ne sont toujours pas mis en ligne, ça devrait arriver d'ici quelques jours sur notre site internet. Voilà, donc ça va arriver d'ici quelques jours, et puis le PowerPoint, bien entendu, on vous le fera parvenir à l'issue de ce webinaire. Voilà. Ensuite, je reprends les questions qui ont été posées au fil de la conversation. Un jeune de moins de 15 ans entrant en formation sous statut scolaire peut signer un contrat d'apprentissage à 15 ans plus 1 jour. La période sous statut scolaire est-elle financée par l'OPCO? Quel code mettre sur le CERFA dans la situation avant apprentissage? Il n'y aura pas de financement par l'OPCO pour la période avant, et le code à indiquer, c'est scolaire. Mais en tout cas, ce n'est pas l'OPCO qui financera la période avant sous statut scolaire. Ensuite, nous avons une autre question qui était par rapport justement à l'obtention du diplôme au moment de la codification. On a par exemple un apprenti qui... alors attendez, je reprends parce que... Il y a eu pas mal de questions sur le fait que, voilà, pour les contrats d'apprentissage montés actuellement, mais pour lesquels les apprentis sont dans l'attente des résultats de leurs examens, devons-nous mettre le même diplôme? Alors, le diplôme, en tout cas, on conclut, vous prévoyez de conclure le contrat d'apprentissage dans la perspective de rentrer sur la formation suivant l'obtention du diplôme pour lequel vous attendez les résultats. Donc, en toute logique, le contrat aura lieu si l'apprenti a obtenu son diplôme pour lequel il est en attente des résultats. Donc, mais après, nous, si vous complétez dans la partie diplôme le plus élevé obtenu, vous complétez le diplôme qu'il a à la date de signature du contrat, et que plus tard, admettons, il passe son bac cette année et que l'année prochaine, il est en BTS, si vous nous dites que son diplôme le plus élevé obtenu est le brevet, on ne se formalisera pas là-dessus. Il n'y aura pas de contrôle là-dessus et il n'y aura pas de problème là-dessus. Par contre, ce qu'on conseille vraiment aux entreprises, c'est de faire un courrier d'engagement à l'apprenti qui s'engage à avoir son diplôme, et que si son diplôme il ne l'a pas, le contrat devient remis en question. Ouais. On a une question par rapport au maître d'apprentissage. Si le maître d'apprentissage est le gérant de l'entreprise, mais qu'il travaille seul, il n'a pas forcément les compétences en lien pour une formation digitale ou marketing, par exemple. Est-ce un frein? Oui, parce qu'il faut quand même que le maître d'apprentissage, il ait une expérience professionnelle ou un diplôme en fonction du diplôme préparé par l'apprenti. Donc oui, non, ce sera pas possible. Enfin, après, c'est de la responsabilité de l'employeur, mais normalement, non. Si on suit les points à respecter pour être maître d'apprentissage, non. Après, c'est l'entreprise, au moment de la conclusion du contrat, atteste sur l'honneur remplir les conditions nécessaires. D'autres questions qui pouvaient être regroupées, pas trop. Pas trop. Ensuite, on a des questions sur la fiche RNCP doit être active à la date de conclusion du contrat et non à la date de début de contrat. Est-ce bien cela? Oui, c'est bien ça. Date de signature du contrat. Et on a une autre question qui vient compléter sur notamment si la fiche RNCP n'est pas active au moment de la conclusion du contrat, que se passe-t-il? Le contrat sera refusé. Parce que ça, pour le coup, c'est un point de contrôle de l'OPCO et le contrat sera refusé tant qu'il n'y aura pas de fiche RNCP active. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, parce que la question qui allait avec, c'était comment fait le jeune pour suivre la formation? Il n'y a pas de...
au CFA de mettre la pression à France Compétences pour qu'il valide au plus vite le renouvellement de la fiche RNCP et au CFA de bien faire ses démarches en amont parce qu'on sait très bien que France Compétences prend du temps. Et donc attendre que la fiche soit active pour lancer les démarches. Certaines formations ne sont toujours pas mises à jour dans France Compétences à ce jour sur les RNCP. Les dossiers restent donc en coût carence ou coût d'amorçage. Alors là, pour la détermination du... Enfin, il faut bien faire une distinction entre fiche RNCP non mise à jour et la détermination du coût France Compétences. Oui, effectivement, il y a des diplômes pour lesquels les branches et France Compétences n'ont encore pas statué sur un montant de prise en charge. Et là, dans ces cas-là, les diplômes restent encore financés en valeur d'amorçage. Vous basez-vous sur le code diplôme ou le RNCP ou les deux? On peut, en fait, il y a certains diplômes qui ont deux codes diplômes rattachés à la même fiche RNCP. Logiquement, ça doit de moins en moins arriver et il doit toujours y avoir qu'un seul code diplôme. Nous, le financement, on calcule avec le code diplôme. Si on se rend compte que le code diplôme, il a changé, on va aller vérifier le titre RNC, la fiche RNCP et le nouveau code associé à la fiche RNCP. De plus en plus, c'est quand même la fiche RNCP qui fait foi. Ensuite, on a pas mal de questions également sur l'accès au CFA sur la plateforme de l'OPCO2I. Alors, le nouveau portail de l'OPCO2I, Mon compte 2I, ouvre demain. Toutes les fonctionnalités ne seront pas accessibles dès maintenant, mais de plus en plus, les mises à jour vont être faites au fil de l'eau. Mais normalement, dès demain, vous auriez quand même accès à la plateforme où vous avez la possibilité de vous créer un compte et d'avoir accès aux contrats qui sont en cours de saisie et de co-construire le contrat avec l'employeur. En revanche, pour toutes les infos, il y a une communication qui va être faite de la part d'OPCO2I et des webinaires pour présenter et accompagner au mieux les utilisateurs. Et par rapport au... Est-ce que nous aurons toujours accès aux contrats qui sont saisis, qui ont déjà été saisis ou qui sont en cours de saisie? Alors ça doit être une question d'un employeur, je pense. Mais normalement, si le contrat est resté à l'état en cours de saisie, toutes les données sont perdues. Si le contrat est transmis, c'est OK. Le dossier sera bien transmis, il n'y aura pas de problème. Mais par contre, si vous avez des dossiers à l'état en cours de saisie, il faut que vous les validiez, aujourd'hui avant 18 h. Sinon, la saisie sera tout à refaire. Ensuite, on a quelques questions aussi sur les frais de premier équipement. Alors, les frais de premier équipement, ils doivent bien être mentionnés dans la convention de formation. Tous les diplômes ne sont pas éligibles aux frais de premier équipement de la part d'OPCO2I. Ce n'est pas une obligation de la part des OPCO de financer les frais de premier équipement. Après, c'est des décisions du conseil d'administration. Tous les diplômes qui sont éligibles à ce financement, sur la slide partie convention de formation, vous avez accès au lien avec la liste de tous les diplômes qui sont éligibles ou non à ces frais de premier équipement. Pareil, si les frais de premier équipement sont indiqués dans la convention de formation, mais que nous, OPCO2I, on ne les finance pas, on ne vous demandera pas de refaire la convention de formation pour les enlever. On les financera juste pas. Et sur l'accord de prise en charge, ces frais n'apparaîtront pas. On se donne encore 2 questions. Je pense que pour plusieurs, ça va être assez frustrant forcément, mais on n'a pas possibilité de répondre à toutes les questions, sinon je pense qu'on va finir à 15 h. Mais on va essayer de répondre aux questions qui sont peut-être les plus pertinentes et qui sont peut-être pour répondre aussi aux exigences des CFA.
Le code 7 est utilisable pour les stagiaires de la formation professionnelle et la période est financée, mais pour un jeune sous statut scolaire, la période est-elle aussi financée? Alors, bah, c'est la même réponse que tout à l'heure. Non, si c'est sous situation scolaire, il n'y aura pas de financement de la part de Codesis. Alors, Est-il possible de signer un avenant pour changement de l'intitulé du diplôme préparé? Tant que le code diplôme et le titre RNCP restent le même, pour moi, il n'y a pas de justification de juste changer l'intitulé, tant qu'il n'y a pas de changement de financement. Et je vois juste une question sur Ipareo, les CERFA vous sont donc transmis non signés? Oui, oui. On part du principe que, vu que l'entreprise vous a donné mandat de gestion, les CERFA nous arrivent non signés. C'est de la responsabilité de l'employeur d'avoir le CERFA signé dans ses documents et de le mettre à disposition en cas de demande ou de contrôle de la part de l'OPCO. Et il en est de même du coup pour les demandes de prise en charge, classiques. Sur le nouveau portail, le CERFA ne sera pas une pièce obligatoire. L'employeur, quand il nous transmettra la demande, doit cocher une case qui indique que toutes les informations qui sont saisies sont en cohérence avec le document signé qu'il a de son côté. À charge à lui que ce soit respecté et qu'en cas de contrôle, tout soit bien pareil. il y a pas mal de questions également sur le fait qu'une entreprise puisse déléguer la saisie du contrat d'apprentissage, du contrat de pro, au CFA. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, je sais que c'est possible dans le cadre de l'API CFA avec un mandat de gestion. Je sais que les compagnons du devoir, par exemple, pour ne citer que, nous envoient des CERFA directement, nous envoient des demandes en direct. Actuellement, on demandait aux employeurs de faire les saisies sur mon compte de ZI. Là, vu que le CFA aura la possibilité d'aller co-construire le CERFA, il pourra accompagner l'entreprise pour que ce soit fait directement avec eux. Mais nous transmettre la demande en direct sans passer par l'employeur, ça, je ne pense pas. Allez, une petite dernière question pour finir. Alors, concernant tout ce qui est sur le portail, je pense, Gaëtan l'a dit, il y aura une communication et puis, je pense qu'il y aura aussi des informations, des pop-up pour les différents acteurs, pour savoir comment ça va se passer sur, les possibilités, les fonctionnalités. Donc, effectivement, aller sur le portail et ensuite, voir justement, s'il y a on va dire un calendrier ou des informations à venir sur les subtilités, ou les possibilités qui pourrait y avoir. Effectivement, bon, il y a beaucoup de questions, parfois, très spécifiques. Donc, malheureusement, sur toutes les questions liées à la rémunération, puisqu'il y en a quelques-unes, il est vrai que il y a eu un webinaire par rapport à la rémunération. C'est vaste la rémunération. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. S'il y a des cas spécifiques, il faut quand même ne pas hésiter aussi à orienter les entreprises auprès de leurs conseillers, qui sont tout à fait aptes, en tout cas, à les renseigner sur la rémunération à prévoir pour le jeune qui va rentrer en alternance. Voilà, parce qu'il y a des cas bien spécifiques, donc vous en avez exposé quelques-uns. Je pense que la meilleure solution aujourd'hui, c'est pas de vous répondre là. En plus, on n'a pas les. Enfin voilà, c'est trop spécifique. Donc, orienter les entreprises auprès de leurs OPCO et de leurs conseillers. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Il y a énormément de questions encore auxquelles on n'a pas pu répondre. Voilà, donc on vous enverra le PowerPoint et puis vous aurez accès donc au replay. Donc plusieurs personnes ont partagé le lien pour justement accéder au replay.
pour pouvoir revoir effectivement notre présentation. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous, comme on vous l'a dit en présentation, à vous rapprocher de votre délégation en tout cas, et pour qu'on puisse éventuellement voilà, vous renseigner quand vous avez des doutes sur la conclusion et la mise en place des contrats. On voulait vraiment vous rappeler qu'il y a une notion de partenariat qu'on développe entre l'OPCO2I et puis les CFA, les écoles. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette volonté et le souhait de vouloir travailler tous ensemble pour effectivement accompagner et renseigner au mieux les jeunes et les entreprises qui s'engagent dans cette voie de l'alternance. Donc voilà, ne pas hésiter à effectivement à ce qu'on partage ensemble sur les différents points qui peuvent poser question et pour que les informations qu'on communique soient en tout cas cohérentes entre elles et pas divergentes. Voilà. On vous souhaite à tous une très bonne journée et merci de nous avoir écoutés et en espérant avoir répondu en tout cas à une majorité de vos questions. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.